Je suis revenue ici après avoir été partie pendant 43 ans. J'étais tellement bouleversée quand je suis venue ici, parce que je n'y étais pas retournée depuis que mon oncle s'était noyé. Ils m'ont dit, lève-toi, lève-toi, viens à la rivière. J'étais couchée par terre quand Billy est venu et m'a appelée. Kirby, ma petite fille, était avec moi. Elle n'était jamais venue ici de sa vie. Elle m'a dit, mais pourquoi tu pleures? Tu reviens chez toi. J'ai dit, oui, c'est pour ça que je pleure. Je m'attendais à ne jamais revenir chez nous. Je pensais que j'étais partie pour toujours. Après plusieurs années d'absence, ma mère visite Kingcom, où elle a grandi. Le peuple Tsawadeno appelle ce village Gwahi. Ma mère y voit la source de son identité. Entendez-vous les corbeaux? Ils apportent un message. Ma mère n'avait qu'un frère, Washkine, le chef. À 32 ans, il est allé acheter des choses à Vancouver pour un grand potlatch, des gramophones, des machines à coudre, tout ce qu'on avait dans ce temps-là. Ils ont décidé d'attendre le chef ici, mais il n'est jamais revenu. Il s'est perdu en mer, tombé du bateau. À cause de cela, quand je suis née, j'ai été traitée comme si j'étais lui. Même si j'étais une fille, j'ai été élevée comme un garçon pour prendre sa place. Mais de toutes mes années d'enfance, mes plus heureux souvenirs viennent de cet endroit et de Kingcom. Nous venions toujours ici pour pêcher, prendre du flétan, de la morue. Tout ce qui est bon dans la mer. Nous allions à Coué et ailleurs, j'oublie les noms. Il y avait un endroit pour les algues au printemps et un autre pour les œufs de hareng. Je sais que les gens de Kingcom vont jusqu'au lac là-bas, juste en dessous du nuage. Il y a de l'eau douce tant qu'on en veut. On pourrait même produire de l'électricité un peu plus haut. Vous trouverez des gens pour venir ici? Oui, je pense. Beaucoup de gens cherchent un nouvel endroit pour vivre, surtout parmi les jeunes, qui ne veulent pas déménager en ville. Dans le temps, il fallait aller dans une grande ville pour étudier ou commencer sa vie. Nous pourrions établir notre propre système d'éducation ici, si nous pouvions faire appel aux anciens, comme ma mère ou d'autres qui connaissent les coutumes du passé. Je serais heureuse de venir ici en visite de temps en temps. Je pourrais tous les renvoyer, parce que je suis née ici. Je peux dire c'est mon village. Moi, je suis née ici, mais pas vous. Pourquoi tu ne remets pas ton voyage? Ah, tu vas à Campbell River. Nous voulions rester chez vous pendant que nous étions ici. Well, I'm Latin. On est de vieilles amies, des anciennes du village. On est nés ici, on a grandi ici.
C'était le paradis quand j'étais petite. Je viens pas juste faire un tour. J'étais ici l'hiver passé, je vais revenir. C'est chez nous. Tu vas rester jusqu'au printemps? Oui. Ma seule raison de partir, c'est que je me sens pas très bien. Et je vais être avec Glenn. C'est son anniversaire. OK, bye-bye. C'est ma cousine. Une fois de plus, nous sommes allés à Ottawa pour essayer de convaincre les politiciens blancs de reconnaître une simple vérité fondamentale, notre droit au gouvernement autonome. Ce qui me dérange, quand on demande le gouvernement autonome, c'est qu'on n'a pas à le demander. On devrait déjà l'avoir. Dans l'ancien temps, mon père est mort il n'y a pas 30 ans. Et il a connu le gouvernement autonome indien. Les Indiens ne recevaient rien du bien-être social. Les pauvres travaillaient pour ceux qui avaient plus et tout le monde partageait. Et il me demande, êtes-vous malheureuse de ne pas avoir le gouvernement autonome? Je ne suis pas malheureuse. Je l'ai toujours eu, jusqu'à ce que je me retrouve parmi les Blancs. Là, j'ai commencé à me faire laver le cerveau, à rapetisser. J'étais quelqu'un à Kincom. Je me mêlais de mes affaires. Je laissais ces fous de blancs s'occuper de leurs affaires. Un jour, les enseignements que j'ai eus quand j'étais petite, j'ai plus de 70 ans maintenant, pourraient toucher le cœur de ces politiciens sans cœur. Ils ne connaissent rien. Ils sont là juste pour l'argent. Aussi simple que ça. Je l'ai dit avant et je le dis encore, notre peuple ne peut être enfermé entre les couvertures d'un livre d'histoire et mis sur une tablette. Tenez, lisez ça. Ce que nous avons, c'est une continuité historique qui va plus loin que la mémoire de tous nos esprits ici dans cette pièce et celle des ancêtres de vos ancêtres. Et ça se perpétue jusqu'ici, jusqu'à ce point focal précis, centre de la vérité, 1987, conférence des premiers ministres. La force de notre passé, les paroles de fer de nos anciens, nos mères, grand-mères, arrière-grand-mères et nos arrière-arrière-grands-pères, leurs enseignements, leurs pensées, se sont concentrés historiquement en ce seul point, et c'est là que l'épreuve a commencé pour nous tous. Comme vous le savez, nous participons à la dernière conférence des premiers ministres sur les questions constitutionnelles touchant les Autochtones, telles que stipulées à la section 37.1 de la Constitution. Nous discuterons pendant les 2 prochains jours des moyens d'accroître l'autonomie des peuples autochtones du Canada. La position du gouvernement canadien est que la reconnaissance explicite du droit des Autochtones au gouvernement autonome constitue un préalable essentiel. Rien de moins, à notre avis, ne serait acceptable pour les organisations autochtones et ceux qu'elles représentent. Pour la première fois dans l'histoire de ces conférences, un wampum sacré est présenté comme preuve de nos droits.
Le wampum témoigne des événements passés, mais il peut aussi prédire l'avenir. Comme vous le voyez, nous avons de ce côté Terre-Neuve, où vivaient les Beothuk à une certaine époque. Le feu a été allumé à l'est et il a progressé vers l'ouest. Nous avons ravivé la flamme là-bas dans l'ouest. Et elle va revenir de ce côté. Et je crois que nos frères de l'ouest seront responsables de notre sort à tous. La flamme est allée de la côte est vers la côte ouest. En prédisant qu'elle serait conservée et ravivée dans l'ouest, le gardien du wampum sacré a confié une lourde responsabilité aux leaders autochtones de l'ouest. Il n'y a plus de tribus Beothuk, ni de Mohicans. Le wampum nous l'avait prédit. Il est triste de parler de Terre-Neuve. À un moment donné, on émettait des permis pour tuer les gens de mon peuple, comme on le fait pour les orignaux, les chevreuils et les caribous. Aujourd'hui, regardez autour de vous. Vous voyez des animaux malades, de l'eau malade, la pollution, tout ça. Et nous comptons sur les efforts de votre peuple pour y remédier, avant que nous soyons anéantis. Les non-indiens ont toujours pensé qu'il n'y avait pas de rapport entre la forêt et le poisson. Mais en coupant des forêts, ils ont pollué les rivières et dévasté le lit des ruisseaux. Et beaucoup de saumons sont morts. Alors il faut coordonner l'exploitation des forêts comme nous le faisons, avec la gestion du poisson, pour les mettre en valeur toutes les deux. Ils vont prendre du poisson ici et à d'autres endroits. Ils vont en tirer les œufs et les mélanger au sperme, pour ensuite les incuber. Ils vont les garder à peu près 6 mois et essayer de les élever pour qu'ils deviennent assez gros avant de les relâcher. Leur utilisation commerciale pourrait donner une base économique aux peuples autochtones. Le projet de pêcherie et le projet de foresterie sont des efforts pour rétablir le contact entre les Indiens et les ressources naturelles. Au lieu d'attendre l'aide du gouvernement, les gens pourront compter sur leurs propres ressources naturelles qu'ils mettront en valeur eux-mêmes. Pour atteindre l'autosuffisance ici comme dans toutes les autres communautés autochtones du Canada, l'exercice de certains pouvoirs généraux doit nous être garanti. Je ne suis pas sûr que ces pouvoirs généraux, dans 10, 15 ou 20 ans, seront interprétés par les tribunaux de la même manière qu'ils le seraient aujourd'hui. Et je ne suis pas certain que vous êtes aussi brillant que vous le pensez. Nous sommes une société d'assistés sociaux, tout comme les peuples autochtones, et pire dans certains cas. C'est la tendance actuelle au pays. Je parle des pêcheries et de notre droit à l'autodétermination. Et je suis un Premier ministre provincial. De notre droit de continuer à cultiver notre propre dialecte irlandais à St. Mary's Bay, ou de vivre sur un rocher appelé Fogo Island et pêcher. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, j'aimerais savoir de quoi aura l'air la démographie du Canada dans 20 ans. Vous serez toujours de petits groupes et vous serez toujours dispersés. Et si j'étais leader d'un groupe autochtone,
ce que j'ai quasiment l'impression d'être? J'hésiterai beaucoup à m'engager dans la voie que vous voulez suivre. Je crois que M. Peckford a raison. Si vous ne décidez pas et vous consacrez ça, c'est le début de l'anarchie. Si ça arrivait, on pourrait nous accuser d'avoir adopté une déclaration de principe vide de sens. Ça veut dire quoi? Si les gens de la Saskatchewan ne comprennent pas et se révoltent parce qu'on leur a imposé ça, vous n'aurez pas grand chance l'année d'après, et pour au moins 20 ans, de leur dire comment les choses vont se passer. Il faut respecter leur point de vue. Autrement, nous ne sommes pas très consciencieux. Et nous n'avancerons pas beaucoup si nous évitons même la question de savoir qui va payer la note. En Saskatchewan, nous dépensons pour les Autochtones environ 360 millions de dollars par an. Une somme importante, Monsieur le Premier ministre. Et pour montrer à quel point, j'ajouterai que nous avons en Saskatchewan la moitié des terres en culture du Canada et que notre revenu agricole net en 87-88 sera seulement la moitié de ça. Donc, nous ne refusons pas de participer, mais nous sommes décidés à faire ce qui est juste. Je pense que ce que les Canadiens nous disent aujourd'hui, et vous avez peut-être raison, Grant, ils comprennent que c'est compliqué, difficile et que le défi est énorme. Mais ils nous disent aussi, dans le passé, ça n'a pas marché. Alors il va falloir imaginer un nouveau système qui garantisse deux choses, la dignité et la dimension d'égalité qui ont toujours manqué depuis la fondation de ce pays. Et ils nous demandent d'exercer un certain leadership. Ce leadership n'est pas venu de la province de Québec. Le premier ministre Robert Bourassa n'a même pas pris la peine d'assister à la conférence. Il a choisi d'ignorer les Autochtones pour faire avancer sa propre cause. La place du Québec dans la Constitution. Deux de ses ministres le remplaçaient. Ils se sont fait dire plusieurs vérités par les leaders autochtones. Ça nous fait mal au cœur qu'à ce moment dans l'histoire des Métis, que le premier ministre de la province de Québec n'est pas avec nous autres pour nous assurer que les gens de Québec supportent la nation métisse et les autres groupes aborigènes alentour de cette table. Selon notre sondage Décima, 88% des Québécois désirent notre gouvernement autonome. Absent aujourd'hui, M. Bourassa se distance de moi et de son opinion publique. Pour ce qui est du Premier ministre du Québec, je ressens du chagrin et de la pitié. Pour le peuple du Québec, je ressens une grande gratitude. Bill Vander Zalm a remplacé Bill Bennett comme premier ministre de la Colombie-Britannique. Je suis venu de Hollande en 1947 et je me souviens des soldats canadiens qui nous ont libérés en 1945 et de plusieurs Autochtones qui étaient parmi eux. Nous serons toujours reconnaissants envers tous les Canadiens et les Autochtones. Et que Dieu bénisse ceux qui sont revenus, comme ceux qui ne sont pas revenus. Hier soir, j'ai songé aux quelques jours merveilleux que j'ai passés l'été dernier avec Liliane parmi les gens du village de Kingcom. J'ai prié pour obtenir la sagesse et la prudence, mais je ne pouvais pas dormir. Je pensais aux mois et aux semaines pendant lesquelles nous nous sommes préparés à cette rencontre. Ces enfants ont acquis suffisamment de connaissances indiennes pour pouvoir réaliser le vœu de mon oncle et rester ici pour toujours. Ces enfants-là ne seront jamais pris
dans les ghettos de l'homme blanc, pas avec l'apprentissage indien qu'ils ont reçu de leurs grands-parents et de leurs parents. Ils seront autosuffisants partout où ils iront parce qu'ils ont eu un solide apprentissage indien pendant les premiers 10 ans de leur vie. Tout enfant indien devrait avoir ça. On se ferait moins prendre à tous les pièges et à toutes les tentations quand on arrive en ville, qu'on est perdu et qu'on ne sait pas quoi faire. J'ai pensé à tout cela parce que la décision qu'on nous demande de prendre aujourd'hui est capitale et peut-être définitive. Une erreur pourrait être désastreuse. Désastreuse pour les peuples autochtones, désastreuse pour le reste du Canada, mais plus spécialement pour les Canadiens de demain qui devront vivre et en subir les conséquences. Mon gouvernement reconnaît que les pères de la Confédération ont divisé tout le pouvoir de gouverner entre les gouvernements provinciaux et fédéraux. Et mon gouvernement ne peut soutenir l'idée du gouvernement autonome proposé par l'APN, ni son insertion dans la Constitution. Ce gars-là a vraiment tout fait pour nous ramener 20 ans en arrière. Il veut nous voir dans des réserves. C'est le seul endroit où il accepte que nous ayons des droits. Il ne veut rien faire pour libérer les Autochtones en Colombie-Britannique ou ailleurs dans le pays. C'est un hypocrite. Pouvez-vous regarder ce lieu de supplice qu'est la table constitutionnelle et endurer les coups qu'il nous donne? Est-ce que vous avez la force de relever la tête et de dire « Je sais qui je suis, je sais d'où je viens et je sais où seront mes enfants dans 1 millier d'années. » Cette philosophie n'est pas nouvelle, elle a toujours été là. Elle dit « La terre nous appartient ». Nous exerçons traditionnellement une juridiction sur elle. Nous possédons les ressources et nous exerçons notre juridiction sur ces ressources. Et nous accordons une grande valeur au partage de notre terre et de nos ressources avec tous ceux qui viennent sur notre territoire. Elle dit aussi que nous n'avons jamais rien abandonné, aboli ou cédé. Et nous ne discutons pas à la table comme un peuple subjugué, mais nous y parlons comme une nation en train de créer une relation avec la société blanche. Pour nous, c'était pas que la Constitution finisse par nous donner le gouvernement autonome. L'objectif, c'était que la société blanche, dans le cadre de sa loi constitutionnelle, reconnaisse notre existence. Getty nous dit « On veut définir les choses avant de signer ». Devine dit « On veut être absolument certain de ce que ça coûte et de qui va payer ». Ensuite, il y a l'ignorance de Van der Zalm et Peckford, deux racistes. Peckford dit « Vous ne pensez pas, les gars, vous n'êtes pas aussi brillants que vous l'imaginez.
Et puis Van der Zalm vient nous dire « Écoutez, j'en sais pas mal plus que vous autres et je peux le prouver. Je suis allé une fois dans un village indien isolé. Et il sait ce qui est le mieux pour nous. Pouvez-vous bâtir une nation avec des Van der Zalm et des Peckford? Impossible. C'est comme discuter de théorie nucléaire avec un nouveau-né. Impossible de faire des choses comme ça avec des gens comme ça. » Le projet qui est devant vous constitue une tentative, si imparfaite soit-elle, pour trouver un terrain d'entente pouvant mener à un accord sur un amendement constitutionnel qui, comme disent les Inuits, viendrait fermer le cercle de la Confédération. Pour tenir compte des préoccupations de M. Getty et d'autres premiers ministres qui ont affirmé dans le passé qu'il fallait préciser la situation avant qu'ils signent, nous avons inclus une clause stipulant que les juridictions et les pouvoirs spécifiques des gouvernements autochtones seront déterminés et définis suivant des accords négociés. Nous avons également retenu une notion mise de l'avant dans les projets de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick concernant la non-dérogation au pouvoir législatif des gouvernements fédéraux et provinciaux. Premier Hatfield? J'ai parlé rapidement avec quelques personnes et je sais que la volonté de régler cette question est encore là. Alors je vous suggère une rencontre à huis clos pour favoriser cette dynamique. Les leaders autochtones s'attendaient à un débat public. Ils ont été surpris par cette décision soudaine d'une rencontre à huis clos. On se retrouve tous en haut dans 10 minutes en séance privée. Fondamentalement, ils avaient honte de leur position. Ils ne voulaient pas que ça se voie publiquement, comme ça, devant tout le Canada. Ils avaient manqué leur coup aux autres conférences et c'était la dernière. Ils devaient négocier franchement et honnêtement avec les peuples indiens, inuits et métis, mais ils ont seulement défendu des positions qui auraient diminué les droits des Autochtones. Je pense qu'ils ont compris que s'ils continuaient à le faire en public, la population canadienne s'apercevrait que leur démarche était tout simplement malhonnête. Alors ils ont dit, travaillons à huis clos. On dirait qu'ils pensent que c'est ça, la tradition constitutionnelle dans le pays. Tard dans la nuit, à huis clos, dans les cuisines. Essayer d'intimider des gens comme Joe Mathias et les autres qui étaient là. Leur stratégie contre nous est celle qu'ils emploient contre les Canadiens dans le cadre du libre-échange. Ils disent, en négociant à huis clos, on peut finir par s'entendre. Et si on ne négocie pas à huis clos, les discussions deviennent tellement biaisées qu'on n'arrive jamais à passer le marché. C'est ça qu'ils ont manigancé, en sachant bien que la majorité des Canadiens endossaient nos positions. Les meneurs dans la rencontre à huis clos étaient la Colombie-Britannique, Terre-Neuve et la Saskatchewan. Et ils étaient manifestement décidés à n'accepter aucun des documents qui étaient devant eux. Ils ont pris la tactique de négocier à huis clos avec nous, les leaders autochtones. Une des raisons qui les a poussés à ça, c'est qu'ils voulaient nous dire, très explicitement, qu'ils n'étaient pas prêts à inclure un droit exécutoire inaliénable dans la Constitution du Canada. Ce qui doit être clair, c'est que leur préoccupation, ce n'était pas de voir s'il fallait reconnaître le droit naturel des Autochtones à s'autogouverner. Ce qui les intéressait, c'était de protéger le pouvoir fédéral et provincial à l'intérieur de la Constitution canadienne. Le procureur général de l'Ontario l'a dit bien clairement, pas question d'accepter aucune proposition qui donne un droit exécutoire inaliénable au peuple autochtone.
Messieurs, reprenez vos places, s'il vous plaît. Je tiens à exprimer ma profonde déception devant le fait que nous n'avons pas réussi à réunir l'appui nécessaire pour approuver et implanter un amendement constitutionnel touchant les peuples autochtones. Je regrette sincèrement que le projet d'amendement ne se soit pas mérité l'appui exigé pour devenir réalité. Nous y arriverons un jour. Mais la présente démarche constitutionnelle est maintenant terminée. L'incertitude est ce dont les Autochtones ont peut-être le plus souffert. Et c'est encore l'incertitude qui a rendu la dernière proposition présentée ici inacceptable pour les Autochtones. Nous allons rentrer chez nous, relever nos manches, nous asseoir avec les Autochtones de notre province, le gouvernement fédéral et les communautés et régler les vrais problèmes. Je crois que M. Guettet pense ce qu'il dit, que M. Devine pense ce qu'il dit. Rendre réel et significatif notre désir de les voir un jour participer pleinement au développement et à la prospérité du pays. Hallelujah someday. Thank you. Et je vous assure de mon engagement à continuer de chercher une solution avec vous. Qu'est-ce qu'on fait maintenant que la conférence n'a pas réussi à établir un accord? On utilise leur système judiciaire pour tester leurs lois. Et c'est ça aussi qui me met en colère. On va avoir toutes ces provinces avec 100 000 avocats, des centaines de milliers de dollars, tous leurs services de recherche, et puis les contribuables qui vont payer les avocats pour écraser les Indiens. Comme dit Bill Wilson, vous voulez vous battre? On va se battre, parce que je sais qu'on va gagner. La conférence a échoué parce que certaines personnes avaient des vues trop étroites. Elles voyaient mal ou pas du tout la pleine réalité de ce pays. C'est pour ça que la conférence a échoué. Mais nous ne pouvons quand même pas laisser cette nation rayer tout ça du programme national. Pas question. Certains premiers ministres nous ont dit que nous ne savons pas nécessairement ce qui est bon pour nous. Ils nous disent, nous savons ce qui est bon pour vous. Le gouvernement d'Afrique du Sud aussi dit toujours à son peuple, nous savons ce qui est bon pour vous. Certains d'entre nous sont considérés comme des gens qui n'ont pas de statut. Comment pouvez-vous appeler des êtres humains des gens sans statut? C'est quand on s'est levé qu'on a mieux exprimé ce que tout le monde ressentait. Si on avait été vaincu, on ne se serait jamais levé, et les Blancs ne l'ont pas fait parce qu'ils ne se sentaient pas très bien. Vous n'avez qu'à faire le tour du pays. Regardez en Colombie-Britannique. Nous n'avons jamais pu bouger sur les réclamations territoriales parce que la province n'a jamais eu envie de bouger là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe au Labrador? Qu'est-ce qui arrive aux Inuits qui sont en prison pour avoir chassé le caribou? Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour abandonner leurs droits? Rien. Et je pourrais continuer. Je suis déçu de l'opposition de quelques-uns des premiers ministres qui étaient contre nous pour des raisons que je considère irrecevables. Monsieur Van der Zalm
Vous êtes venu de Hollande en 1949 et vous avez rencontré là-bas des soldats autochtones du Canada qui sont allés chez vous et qui sont morts pour votre pays. Il y en a d'enterrés partout en Europe et en Asie, après s'être battus pour un pays qui ne les reconnaissait même pas quand ils descendaient du train pour rentrer chez eux. Et c'est une honte que vous puissiez venir ici et au bout de quelques années devenir Premier ministre d'une des plus grandes provinces du Canada et refuser de reconnaître les droits de notre peuple ici dans ce pays. Monsieur Devine, j'ai deux mots à vous dire. Je dois répondre à quelques-unes des choses que vous avez dites hier. Vous avez parlé de la Saskatchewan et du million de dollars que vous dépensez chaque jour pour les Autochtones de la province. Ça fait 365 millions par année. Vous dites que les fermiers de Saskatchewan vont gagner seulement la moitié de ça l'an prochain. Mais en même temps, vous êtes venu ici voir le Premier ministre qui vous a acheté une élection pour 1 milliard. Je suis aussi déçu de vous entendre dire que les gens de Saskatchewan sont contre l'idée d'une entente avec nous. Plusieurs conseils municipaux, dont ceux de Regina et de Moose Jaw, les deux grandes villes de la province, supportent notre droit au gouvernement autonome et à nos terres, et des gens du Nord, des églises et des syndicats. Et je pense que vous êtes malhonnête quand vous accusez toute la Saskatchewan de racisme. C'est vous qui l'êtes. Mais il y a des gens là-bas qui sont sincères et qui veulent voir notre peuple prendre sa place dans la société. C'est injuste envers eux. J'ai beaucoup travaillé pendant toutes ces années pour obtenir justice, pour rencontrer les gouvernements et faire des ententes. J'ai frappé aux portes. Je me suis fait souvent dire non. J'ai eu de la difficulté à rencontrer les premiers ministres. Malgré tout, on s'est débattu pour chercher une entente. On a tenu notre part du marché. On s'est battu aux côtés de nos frères contre ce qui se passait à la table. Mais je tiens à dire, pour terminer, que je suis heureux de voir que nous sommes restés unis face à ce qui est un droit pour nous, pour tout le Canada, et reconnu par une loi internationale basée sur les droits de la personne humaine. Quand vous rencontrez les premiers ministres, n'importe lequel, ça n'a pas d'importance, vous vous rendez compte qu'ils n'ont aucune idée de ce dont le monde devrait avoir l'air. Aucune idée de la relation que les gens devraient établir avec l'environnement et qu'ils ne savent certainement pas comment les êtres humains devraient se respecter les uns les autres. Ils n'ont pas de vrai concept. Ils ne peuvent pas bâtir la société que les Autochtones peuvent bâtir. Nous pouvons avoir le gouvernement que nous voulons, avoir nos montagnes et nos vallées, mais nous avons diablement plus que ça. Ce que nous offrons, ce sont des solutions pour que les humains, les sociétés humaines, puissent avoir leur dignité. Comment s'occuper des pauvres, comment employer les gens, comment vivre en équilibre avec l'univers. Le potlatch, pour moi, c'était comme ma Bible. C'était quelque chose de sacré. Mon père et mon oncle m'ont inculqué le sentiment qu'on était nés pour ça, pour prendre notre place dans cette tradition sacrée de mon peuple.
La danse du Hamatsa était la plus importante. Parce que pour être Hamatsa, il fallait... Dans le cas de mon père, il avait passé 4 ans isolé dans la forêt, sans contact avec son propre frère, ni sa mère. C'était un acte de purification. Le Hamatsa devait vivre seul pour échapper pendant longtemps à tout contact humain, jusqu'à ce qu'il vive presque dans le monde spirituel. Quand il revenait vers son peuple, vous comprenez qu'il était devenu un peu primitif. Je crois que nos anciens ont passé des années et des années à étudier ces bêtes et ces choses pour pouvoir refaire leurs mouvements. Quand ce que vous appelez un épaulard approche, celui qui porte le masque fait exactement ce que fait l'épaulard dans son propre habitat. On nous apprenait à respecter toute forme de vie, des plus petits insectes aux aigles et aux gros ours grizzly. On nous enseignait qu'elles avaient toute leur place dans l'ordre du monde. Et c'est ce que j'essaie d'enseigner à mes enfants et à tous ceux qui veulent écouter. Quand vous commencez à haïr pour contrôler le monde, vous perdez le contrôle de ce monde. Et j'ai dit non. Je vais faire ce que j'ai fait avant. D'aimer tout le monde. Je peux pas croire ce que je vois ici. Je me dis, pourquoi est-ce qu'ils sont pas furieux? Pourquoi est-ce qu'ils vont pas tuer quelqu'un? La violence. Allez dans n'importe quelle communauté autochtone aujourd'hui et vous en trouverez beaucoup. C'est à l'intérieur. Je parlais de violence contre le peuple canadien. Je comprends votre question. Quand des gens sont opprimés et qu'on nie continuellement leurs droits, à un moment, ils se réveillent et se disent « Pourquoi on se fait mal? Pourquoi on fait du mal aux gens près de nous? Dans quel but? Pour quelle raison? Pourquoi? » Les citoyens canadiens, ce sont eux les vrais perdants, parce qu'il n'y a pas eu d'accord constitutionnel. Nous nous battons devant les tribunaux et nous nous battrons peut-être un jour dans les rues. Mais pourquoi? Nous étions prêts à négocier, eux pas. Nous sommes encore prêts à le faire. Quand est-ce que les Canadiens vont se réveiller et se débarrasser des imbéciles qui les représentent? Parce que s'ils arrivaient à s'entendre avec le peuple autochtone, on verrait une chose qui ne s'est encore jamais produite sur la Terre. Une relation entre un peuple autochtone et un peuple européen. C'est l'ancienne idée de la création. Semer le grain
mettre quelque chose sur Terre qui n'y était pas avant. Dans le Canada moderne actuel, nous avons mis dans la Terre quelque chose qui n'y était pas. Et c'est pour ça qu'on n'est pas en colère, qu'on a du plaisir ce soir, qu'on est heureux. Il y a des gens dans ce monde qui nous dégoûtent, mais on est heureux. Et c'est pour ça que des gens comme Mulroney ne sont pas encore à la maternelle par rapport à des gens comme Joe Mathias et d'autres leaders indiens de ce pays. Et c'est à ça qu'ils se refusent. Pas seulement pour leur pays, pour le monde entier. Ils ne se rendent pas compte à quelle vitesse ce monde est en train de se refermer sur eux. Et ils vont chercher des solutions dans le monde des Autochtones, parce que c'est là qu'elles sont. Je vois l'horizon rempli de gens des Premières Nations qui sont là, debout sur leurs terres ancestrales. Ce pays est rempli d'Ojibwe, d'Aïda, de Nuchanult, de Cri, de Micmac, de Métis, d'Inuit, de Déné, de Cascadéné,